Alors l'intitulé de notre table ronde est l'émancipation en actes, philosophie à l'école, en prison et dans la cité. Justine Bouchet, bonjour, vous êtes éducatrice PJJ, c'est-à-dire protection judiciaire de la jeunesse, et vous êtes animatrice d'ateliers de philosophie auprès de publics adolescents incarcérés. L'intitulé de votre intervention est philosopher pour être et devenir, regard sur la pratique avec des adolescents incarcérés. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Je voulais tout d'abord remercier Vichy-Rota pour m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter ma pratique. Je vais brièvement commencer par une introduction pour vous présenter le contexte d'intervention spécifique en milieu carcéral et également le public qui est accueilli au quartier des mineurs où je travaille en tant qu'éducatrice initialement et où j'anime des ateliers de philosophie depuis désormais 4 ans. Donc pour commencer brièvement la protection. Alors juste une information, dans un souci de confidentialité, je ne parlerai pas aujourd'hui des faits qui sont reprochés aux mineurs qui sont incarcérés et les raisons pour lesquelles ils sont là. Mais je présenterai globalement quelles sont leurs problématiques. Donc très rapidement, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une administration qui dépend du ministère de la Justice et qui prend en charge les mineurs qui ont commis des passages à l'acte délictuels ou criminels et qui se retrouvent à avoir affaire à la justice donc dans le cadre de mesures éducatives ou quand c'est des faits un peu plus graves dans le cadre d'une incarcération ou d'un placement. Donc l'éducateur peut travailler dans plusieurs structures, donc en milieu ouvert, en hébergement, en insertion et dans des lieux de détention qui sont nombreux en France. Donc sur le quartier des mineurs où j'exerce, donc dans les Hauts-de-Seine, on accueille des mineurs qui sont âgés de 13 à 18 ans. Donc en France, l'incarcération est possible à partir de 13 ans. Heureusement, ce ne sont pas la majorité des mineurs que nous avons en détention. On pourrait compter sur une majorité de 15-17, mais on a parfois des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes, donc qui arrivent suite à un passage à l'acte donc très grave, ou alors c'est quand il y a eu une multiplicité de passages à l'acte délictuels et que les solutions qui ont été proposées avant par le juge des enfants, le juge d'instruction, n'ont pas semblé en tout cas permettre d'éviter la récidive. Sur les temps de détention, c'est très aléatoire. On peut avoir Alors on a beaucoup de prévenus, on a beaucoup de mineurs qui sont en attente de jugement, donc qui ne sont pas encore condamnés. Et ça peut aller de 1 mois à 1 an, renouvelable une fois. Et sur les peines, donc un mineur peut être condamné à un maximum 15 ans de réclusion criminelle, ce qui correspond à la perpétuité divisée par 2, parce que toutes les peines des mineurs sont divisées systématiquement par 2. Donc voilà sur les temps de détention. Il faut savoir que là c'est la mouture actuelle, mais la justice des mineurs est actuellement en train d'être réformée et cette réforme entrera en vigueur au mois de septembre a priori, et elle va probablement changer les conditions en tout cas d'incarcération et peut-être favoriser un peu moins de passage en détention ou plus d'alternatives. Donc sur le quartier mineur où j'exerce, on peut accueillir au maximum 18 mineurs, alors que l'encellulement individuel est obligatoire, donc ils sont seuls en cellule. Il y a plusieurs administrations qui travaillent ensemble autour de ces jeunes, donc la protection judiciaire de la jeunesse, que je vous ai brièvement présentée, l'administration pénitentiaire, qui a le rôle sécuritaire, on va dire, dans cette prise en charge, l'éducation nationale, parce qu'il faut savoir que dans le quartier mineur où j'exerce, on a rendu l'instruction obligatoire jusqu'à 18 ans, donc même quand ils sont âgés de plus de 16 ans, ils n'ont pas le choix. Une unité de soins qui dépend de l'hôpital public. Et leurs journées sont rythmées. Alors il faut avoir en tête que même s'il y a beaucoup de choses qui leur sont proposées, en moyenne les mineurs restent en cellule, donc une cellule qui fait 9 mètres carrés, 20 à 22 heures sur 24.
ce qui est énorme. Donc ils ont beaucoup de temps où ils sont seuls et il faut savoir que dans leur cellule, la principale source d'étayage, c'est la télévision, donc BFM TV ou la télé-réalité. Enfin, c'est les émissions qui regardent le plus. Donc on se retrouve avec des mineurs qui sont très isolés. Les temps de sortie de cellule, ça va être pour les cours. À la maison d'arrêt de Nanterre où j'exerce, les mineurs ont 7 heures de cours par semaine. Donc ça revient à 1 à 2 heures par jour. Les entretiens avec les éducateurs, le psychologue, éventuellement les parloirs avec leur famille, les avocats, et après toutes les activités de médiation qui sont proposées par les éducateurs ou par des intervenants extérieurs, dont la philosophie. Il faut savoir que, j'imagine que vous êtes au courant que s'ils sont incarcérés, c'est qu'il y a eu un passage à l'acte plus ou moins violent, que ce passage à l'acte, en tout cas là c'est un parti pris, est le symptôme d'une carence ou en tout cas d'une difficulté, voire d'un traumatisme, on en parlait ce matin il me semble, qui a été vécu pendant l'enfance ou la préadolescence. Et qu'on pourrait expliquer, ce ne serait pas la seule explication, mais en tout cas c'est celle sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, ce passage à l'acte comme une impossibilité à mettre en mots. On sait bien que quand on est dans l'agir, on est un peu dans le pulsionnel et on s'éloigne de la pensée. Donc c'est une des problématiques des adolescents qu'on a. Et que le rôle de l'éducateur, c'est aussi d'aider le jeune à mettre en mots pour éviter qu'il y ait de nouveaux passages à l'acte. Il faut aussi avoir en tête, j'ai oublié de passer, que l'acte aussi est une... alors on pourrait parler des rites initiatiques sans rentrer dans les détails, que le passage à l'acte, ou en tout cas la conduite à risque de manière générale, qui n'est pas toujours un passage à l'acte, en tout cas qui n'est pas toujours quelque chose qui est interdit par la loi, et pourrait être vu comme un rite initiatique qui va en tout cas opérer une scission entre pour le passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte, même si on sait bien que c'est quelque chose qui se travaille sur plusieurs années. En tout cas, ces adolescents-là, ils ont besoin d'avoir des réponses à leurs questionnements, ils ont besoin de mettre en mots. Et dans un milieu carcéral, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, ils ont beaucoup de temps où ils sont seuls, et l'enfermement va générer beaucoup de débordements émotionnels. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui, initialement, sont beaucoup dans l'agir à l'extérieur, qui sont dans la fuite en avant, presque, pour ne pas se confronter à ce qui se passe à l'interne au niveau de la pensée et des émotions, et que quand ils arrivent en détention, ils ont, en théorie, plus la possibilité de passer à l'acte. Ce qui va avoir plusieurs effets sur leur comportement. Donc on va avoir soit des mineurs qui vont se replier sur eux-mêmes de plus en plus, donc ils vont s'isoler de plus en plus avec l'apparition d'états dépressifs, ou alors au contraire on peut avoir des mineurs qui vont être dans des débordements émotionnels intenses avec une intolérance à la frustration qui est de plus en plus importante et qui peut générer un nouveau passage à l'acte violent en détention. Donc l'objectif de l'atelier de philosophie, ça peut être aussi de prévenir en tout cas ces débordements-là, et j'y reviendrai un petit peu après. Donc là, je vous avais cité Boris Cyrulnik qui justement parlait de ce que pouvait générer la détention sur les enfants, puisque ce sont des enfants, même si ce sont des adolescents, en disant que la prison est la pire des réponses parce qu'elle réunit les conditions de répétition de la violence, elle provoque l'isolement sensoriel, l'arrêt de l'empathie, l'augmentation de l'angoisse et entretient des relations toxiques et l'humiliation. Donc on constate qu'en sortant de prison, l'enfant n'est plus apte ou moins apte, on pourrait nuancer, à réguler ses émotions. Ça va dépendre du temps de détention, ça va dépendre du travail qu'il a fait à l'intérieur et ça va dépendre des dispositions dans lesquelles il était aussi au moment de son incarcération et du soutien qu'il a, parce qu'on a par exemple des mineurs qui n'ont pas de lien avec leur famille, donc ils sont vraiment dans un isolement total au cours de leur incarcération.
Donc je reviens à Multilieu aussi, j'en ai parlé un petit peu juste avant sur la question de l'agir, du fait que le passage à l'acte, en tout cas, peut être vu comme un moyen de fuir des états dépressifs, ou en tout cas de se confronter à certaines choses qui sont parfois difficiles pour des adolescents, et que l'enfermement, en tout cas l'incarcération, qui met un stop à ce passage à l'acte, crée des effets qui vont être délétères, en tout cas, sur ces adolescents qui sont en construction. Donc voilà sur à peu près la présentation du quartier des mineurs. Sur l'atelier de philosophie, donc il faut savoir que l'organisation de la maison d'arrêt, en tout cas la protection judiciaire de la jeunesse, on est aussi dépendant de l'organisation de l'administration pénitentiaire, qu'au quartier mineur de la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, on a 18 jeunes qui vont être répartis en groupes de 2 à 5 jeunes. Et des groupes qui sont des groupes de vie. En fait, c'est-à-dire qu'avec ce même groupe, ils vont se rendre en promenade, en cours avec l'éducation nationale ou en activité. Et qu'il arrive parfois que des jeunes ne soient pas positionnés en groupe, soit par rapport aux faits pour lesquels ils sont incarcérés, soit parce qu'il y a eu un incident, par exemple une bagarre ou un passage à l'acte violent, soit pour les protéger eux-mêmes des effets qu'il y a entre jeunes, parce que il y a forcément des enjeux de place et de pouvoir entre les adolescents, et on essaye d'être vigilant aussi à ça. C'est pour ça que je pratique aussi, même si c'est pas le centre de ma pratique, je pratique parfois en individuel avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on fait plutôt des entretiens philosophiques. Les ateliers durent de 45 minutes à 1 heure, parfois un peu plus. Si le surveillant nous laisse un peu plus de temps et que la discussion n'est pas terminée, on profite de ces temps-là. Sur la fréquence, donc les jeux, en fait, j'anime tous les vendredis. Vous vous doutez bien qu'avec le contexte sanitaire, ça a été un petit peu fluctuant, mais généralement c'est tous les vendredis. À savoir qu'il y a 2 groupes, donc en fait chaque jeune va avoir un atelier tous les 15 jours. Puisqu'ils vont avoir 2 ateliers dans le mois. Et j'ai organisé aussi en 2019 et en 2020 la semaine de la philosophie, du coup au quartier des mineurs. Donc sur des périodes comme ça, concentrées, par exemple de vacances scolaires, il peut y avoir des ateliers philosophie quotidiens. C'est-à-dire que pendant une semaine complète, ils vont avoir des ateliers tous les jours. Donc je vous présente, c'est la seule photo que je peux vous montrer de la maison d'arrêt. C'est la bibliothèque du quartier des mineurs. Alors elle a un peu changé au niveau de la disposition des meubles, mais c'est pour que vous vous représentiez un petit peu l'espace. Donc il y a plus de livres. Maintenant, on a réussi à la remplir un petit peu, mais voilà, c'est le lieu où se déroulent les ateliers de philosophie, donc ce qui permet aussi un cadre on va dire un peu plus serein, bienveillant, même s'il faut avoir en tête, je vous le dis parce que ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un point important, c'est que la bibliothèque est située entre la coursive, c'est-à-dire là où il y a les cellules, et la cour de promenade des majeurs. Donc ça peut être très bruyant, en fonction de si on a des majeurs qui sont en promenade, ou en fonction des mouvements qu'il peut y avoir dans la coursive. Donc il faut faire fi aussi de ça, et on peut savoir que quand on entend un incident à l'extérieur, nos mineurs sont très curieux, et que ça peut bien évidemment les inciter à aller à la fenêtre ou à la porte pour savoir ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est un lieu qui est quand même plutôt agréable dans cette détention. Donc sur les sujets qui sont abordés. Alors c'est aussi en lien avec le fait que je travaille avec des petits groupes. Donc parfois quand on n'en a que 2, on se retrouve 3 en atelier. Ce qui fait que les mineurs doivent aussi avoir une participation active. Alors je ne les force jamais à prendre la parole s'ils ne le souhaitent pas, mais c'est vrai que je reviendrai un petit peu après rapidement sur la méthode d'animation qui est la maïeutique, mais je vais beaucoup, en tout cas j'essaye d'aller les chercher pour les mettre en mouvement sur le plan de la réflexion. Donc j'ai toujours, à chaque début d'atelier,
une petite introduction à la philosophie. Alors je le fais systématiquement parce que je ne l'ai pas précisé, mais les groupes ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, les groupes peuvent être changés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un arrivant qui arrive dans le groupe, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 jeunes qui participent depuis quelques semaines et un jeune qui n'a jamais participé à aucun atelier. On peut avoir aussi un jeune qui a changé de groupe, donc qui a déjà fait de la philosophie, mais qui se retrouve dans un groupe avec d'autres jeunes avec les... qui en ont peut-être fait, mais en tout cas ils n'en ont pas fait ensemble. Et ça c'est inhérent aux entrées et aux sorties de détention, aussi au fait qu'ils peuvent avoir des obligations, par exemple doivent être présents en jugement, ils sont appelés par leur avocat, etc. Donc ça fait que ce jour-là ils ne sont pas présents. Donc on a des groupes qui changent énormément, que pour la continuité ça peut être complexe, ça nécessite une gymnastique de réadapter. On parlait d'improvisation ce matin. En tout cas, voilà, ça peut être une gymnastique de réadapter. C'est pour ça qu'à chaque début d'atelier, il y a toujours une petite introduction à la philosophie. La plupart du temps, quand j'ai des jeunes qui ont déjà participé et d'autres jeunes qui n'ont pas participé, je demande à ceux qui ont déjà participé de faire l'introduction à ma place ou avec moi pour les mettre dans une posture où ils vont transmettre. Donc ils essayent d'avoir la même posture que j'ai de l'animateur. Sur l'introduction, c'est plutôt simple. On prend le mot philosophie, on fait un peu un brainstorming sur ce que ça leur évoque comme mot. Est-ce qu'ils l'ont déjà entendu? Est-ce qu'ils en ont déjà fait? Souvent, ça leur renvoie à une matière de l'école. C'est souvent la première réponse qu'on a. Et après, l'idée au cours de l'atelier, c'est de déconstruire et leur montrer que c'est quelque chose qu'on étudie effectivement à l'école, mais qu'ils sont tout à fait en capacité de le faire. Je n'ai pas précisé, je fais un petit retour en arrière sur leur niveau scolaire. Je pense que c'est important. Donc on a déjà des tranches d'âge différentes. On peut avoir un jeune de 13 ans et un jeune de 17 ans dans le même groupe. Et on a des jeunes qui sont pour la majorité. On a parfois des jeunes qui sont scolarisés en général, mais c'est pas ce qu'on a le plus souvent. Pour la majorité qui sont issus de baccalauréat professionnel ou de CAP, et c'est des filières où on n'enseigne pas la philosophie. Et pour certains, ils sont déscolarisés depuis plusieurs années, donc ils vont avoir un niveau soit de fin de primaire, soit de 5e, 4e. Donc on a des jeunes qui souvent n'ont pas pratiqué, même dans le cadre scolaire, la philosophie. C'est pour ça qu'on fait un brainstorming. Ensuite, je prends l'étymologie du mot philosophie, avec philia d'un côté et sophia de l'autre. On essaye, je ne leur donne pas d'emblée la traduction de ces mots grecs. Par exemple, avec philia, je leur demande de trouver des mots qu'ils connaîtraient, où il y aurait phile dedans. Celui qui revient souvent, c'est pédophile et zoophile. Mais en tout cas, ça nous permet d'arriver à l'explication du mot philia et à la traduction. Et on fait pareil avec Sophia. Et ensuite, je prends chacun leur représentation. C'est quoi être sage? Ça évoque quoi pour vous la sagesse? C'est quoi aimer, etc. Et petit à petit, on arrive à en tout cas une définition, en tout cas être à peu près tous d'accord sur ce qu'on va faire au cours de l'atelier. Donc ça, c'est vraiment pratiquement systématique à chaque début d'atelier. On va s'attarder plus ou moins dessus en fonction, par exemple, si j'ai un groupe qui participe depuis plusieurs semaines et qui n'a pas bougé, on ne va pas nécessairement revenir dessus. Donc un des premiers ateliers que je peux faire souvent en individuel ou avec des jeunes que je ne connais pas ou très peu, c'est-à-dire que je n'ai pas encore pu évaluer quel est leur niveau scolaire ou quel est leur rapport aussi à l'exercice, aux mots, parce que ça peut être parfois très violent pour eux de devoir s'exprimer sous le regard en plus de leur père, quand on sait qu'il y a des enjeux sur pourquoi ils sont incarcérés, sur des conflits qu'on retrouve dans les quartiers. Donc en fait, on va élaborer, en fait, ils vont devoir, s'ils sont seuls, ils le font seuls. S'ils sont en groupe, ils vont devoir se mettre ensemble comme dans une petite démocratie et prendre des décisions. Et on va travailler sur la question des droits et des devoirs que eux, en tout cas, choisiraient pour une société, pour que leurs citoyens soient heureux. Donc ça nous permet d'arriver sur la question du bonheur, des droits, des devoirs, du vivre ensemble, etc.
Sur cette question-là, est-ce que je peux aller... Je vous montrerai juste après. Quand je fais ça en individuel avec des jeunes, souvent on fait une production écrite et je leur remets des petites fiches plastifiées de leur société idéale avec les droits et les devoirs qu'ils ont choisis parce que c'est tout d'abord valorisant pour ces garçons. Oui, parce que je n'ai pas précisé, on n'a que des garçons à la maison d'arrêt Nanterre. C'est à la fois valorisant et puis ça leur permet d'avoir un support, en tout cas, qui va matérialiser ce qui s'est passé au cours de l'atelier. Les autres sujets que je peux aborder avec eux, je regarde l'heure, parce que 10 minutes, je vais accélérer. Alors, je pense qu'en tout cas, pour ceux qui animent, les connaissent, c'est la NODIGES, qui est un incontournable, en tout cas, qui offre beaucoup de possibilités dans la réflexion. On peut faire la caverne ou tout au support de fiction comme Frankenstein ou les contes. C'est-à-dire qu'en 2020, la semaine de la philosophie portait sur les contes de Grimm. Donc pendant une semaine, on s'est appuyé sur Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel et un troisième conte qui est moins connu qui s'appelle Trois langages pour les ateliers de philosophie. Et parfois, je vais apporter directement une question philosophique. Ça, je le fais uniquement quand je connais bien mon groupe et quand je sais que la question ne va pas générer trop d'angoisse dans l'atelier. C'est-à-dire que c'est vrai que le support écrit ou de fiction permet une triangulation en fait dans la pensée qui est assez confortable pour les jeunes. Par exemple, quand on travaille sur des images, si on sent que l'accès à la problématisation, à la conceptualisation est un peu compliqué, ils vont s'appuyer sur l'image, d'abord la décrire et on va se saisir de ce qu'ils vont pouvoir dire pour arriver justement à tirer des concepts ou en tout cas à tirer un problème qu'on pourrait trouver par rapport à ça. Donc les questions, c'est vraiment quand je connais bien le groupe, et ça, souvent c'est des questions que eux m'amènent, c'est-à-dire que je vais leur demander s'il y a un thème qu'ils aimeraient aborder, et en fonction du thème qu'ils ont choisi, on va chercher ensemble la question qu'ils aimeraient traiter. Alors je parle aussi des textes philosophiques, c'est beaucoup Descartes, donc la seconde méditation métaphysique ou la quatrième partie du discours de la méthode, qui est un support que j'utilise en individuel ou alors avec deux jeunes. Pareil, quand j'ai repéré que l'exercice ne les mettrait pas trop en difficulté et ne générerait pas de rejet, en tout cas le doute de Descartes est en tout cas un support que je trouve intéressant pour tous les mineurs qui ont beaucoup de certitudes, parce qu'à l'adolescence ils ont beaucoup de certitudes. Il faut parfois déconstruire certains idéaux et Descartes permet de réintroduire un peu de nuance, un peu de doute. Et c'est un support intéressant et j'utilise aussi parfois Épicure, la lettre à Ménécée. Donc voilà, globalement sur les sujets. Comme j'ai peu de temps, je ne vais pas trop m'attarder sur la méthodologie, mais voilà, j'utilise beaucoup la maïeutique, c'est-à-dire que c'est vrai que le cadre de la détention et tout ce que j'ai expliqué dans la complexité de la mise en place fait que avoir une méthodologie qui serait toujours la même, avec par exemple des rôles, etc., c'est pas toujours évident. Le fait que j'ai un tout petit collectif aussi, donc on est vraiment dans du dialogue où on va aller tirer doucement les fils en fonction de ce qu'ils vont dire, des exemples qu'ils vont donner. Et l'idée, c'est de vraiment les mettre en mouvement sur la parole et la pensée. Ce qui ne veut pas dire qu'ils parlent tous, et c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne pensent pas. Il leur faut parfois aussi un peu de temps pour prendre cette place-là. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en maïeutique. Donc la question miroir, ça veut dire qu'on reformule la question que le jeune a posée en lui réadressant pour qu'il arrive à y répondre lui-même. Poser la question du jeune au groupe, solliciter l'avis du groupe sur ce qui vient d'être dit et c'est vrai, noter l'idée au tableau. J'ai toujours un petit paperboard où je note les mots-clés qui sont dits par les jeunes et c'est parfois un jeune, quand j'ai des mineurs qui sont assez agités, parce qu'il faut savoir que voilà, quand ils sont enfermés, qu'ils sortent peu de la cellule, il y a parfois beaucoup d'agitation au début de l'atelier philosophie. Donc je leur donne le rôle d'écrire au tableau, ça leur donne un peu de conscience dans l'atelier. Donc là, c'est des exemples de fiches, je ne sais pas si vous voyez bien.
que je vous parlais sur la société village. Je vais passer rapidement, je suis désolée, mais si certains veulent y avoir accès, n'hésitez pas. Ça, c'est des exemples d'images sur lesquelles on peut travailler. Je vais surtout faire avec des jeunes qui sont en grosse difficulté sur le plan de l'élaboration. C'est vrai que le visuel les aide beaucoup et en fait, ils vont partir d'une description de l'image pour réfléchir. Celle-là, je la trouve très bien pour travailler la morale kantienne. Parce que j'aime bien introduire quand c'est possible aux jeunes alors on ne fait pas des cours de philosophie sur les auteurs, mais leur dire toi tu penses ça, et dis-toi que c'est un philosophe un jour, il dit à peu près la même chose, et ça les valorise aussi énormément. Donc là, je vous en ai parlé sur les cas pratiques un petit peu du fait que la continuité est difficile, même si on arrive parfois sur des jeunes qui sont incarcérés, qui ont des longues détentions de plusieurs mois, voire de plusieurs années, à les voir pendant 1 an. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que généralement, alors parfois on a un jeune qui vient qu'à un seul atelier, parce qu'il reste qu'un seul mois. Alors c'est mieux un que pas du tout, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir l'évolution. Si on pouvait voir une petite évolution, on voit généralement qu'au bout de 3 ateliers, alors pas pour tous, mais en moyenne 3 à 5 ateliers, ils ont compris l'exercice. Donc ils savent qu'en fonction du sujet, que ce soit une image, un texte, un récit, il faut trouver des concepts et il faut trouver un problème et le tourner sous forme de question. Il y a quand même chez ces jeunes, même sur un niveau scolaire très bas, une grande richesse intellectuelle et un grand besoin de dire, de faire. Et il se passe souvent des très belles choses en atelier. Ils me surprennent vraiment à chaque fois. Donc très rapidement, en fait, ils comprennent l'exercice et ils s'y exercent après pour pouvoir de réels effets sur on va dire leur comportement, leur rapport au monde, etc. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, généralement de 3 à 5 ateliers, ils ont compris l'exercice l'habileté un peu de pensée, du déroulement, la méthodologie presque est là. Alors ça, voilà, je vous montre un petit peu la trace écrite. Sur celui-là, c'était Frankenstein, et c'est un jeune qui avait lui-même écrit. Il était particulièrement agité, mais c'est lui-même qui avait écrit. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer qu'on écrit les questions, on écrit les concepts, on fait des distinctions conceptuelles, le bien, le mal, objectif, subjectif, l'intérêt personnel, l'intérêt commun, etc. On essaye d'amener ça. Ça c'est les affiches que je vous montre de la semaine de la philosophie qui a eu lieu en 2019. Donc en 2019, le thème c'était les mythes platoniciens. Donc pendant une semaine, on a travaillé sur Gigès et sur la caverne principalement. Ça, c'était la semaine de la philosophie 2020, où on a travaillé sur les contes de Grimm. Et sur cette affiche-là, c'est les jeunes qui l'ont dessiné en activité bande dessinée. Parce qu'on essaye de faire de la transversalité avec soit les autres activités, soit avec l'éducation nationale, pour qu'il y ait une continuité sur les thèmes, par exemple, qui sont travaillés. Donc voilà, sur ça. Et on a aussi, dans le cadre de la bande dessinée, on a aussi fait des ateliers BD philo. C'est-à-dire que les jeunes qui avaient participé aux ateliers philo, à savoir, je ne l'ai pas dit, mais l'atelier philosophie n'est pas obligatoire, mais que tous les jeunes, pratiquement, on va dire à 99%, participent, parce qu'il faut savoir que dans un premier temps, ils ont tellement peu d'interaction avec leur père, avec les adultes, que tout ce qui permet de sortir de la cellule, ils vont s'en saisir. Mais pour la plupart, ils reviennent parce que je pense qu'ils y trouvent un intérêt. Donc ça, c'est un jeune qui a dessiné sur le dilemme du tramway qu'on avait fait un jour. Là, on a ces Gigès. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que le jeune m'avait écrit, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va tuer le roi qui est mauvais pour justement mettre un bon roi et venir en aide aux citoyens. Donc sur toute la question, est-ce que la fin justifie les moyens Là, on est encore sur Gigès. Bon, ça, c'est un jeune qui voulait aller braquer une banque parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent. Là, on est toujours sur Gigès avec... voilà, on va pareil tuer un dictateur qui est mauvais. Alors, on voit au début le dictateur qui tue les gens de son peuple, celui qui trouve l'anneau et qui va
tuer ce dictateur. Et là, c'était sur la caverne. C'est un de mes dessins préférés. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous comprenez un peu, il n'y a pas de dialogue. En fait, le jeune homme est dans la caverne. Alors l'analogie avec la prison, elle est quand même assez forte. On voit le petit cheval qu'on voit au fond avec la lumière dans la caverne. Il sort de la caverne, donc il y a les entraves qui sautent. Il retourne dans ce qu'on pourrait appeler sa cité, parce qu'on est sur un chemin. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez l'avant-dernière image, ça génère trop de doutes, trop d'angoisse. Il retourne dans la caverne. Donc c'était, symboliquement, je trouve que ce dessin est très parlant. Et ça, c'est un jeune homme qui a participé aux ateliers pendant 2 ans et qui ne participe plus directement, mais qui est toujours en demande d'avoir ces temps-là. C'est un jeune homme qui, au départ, avait de grosses difficultés à sortir de l'atelier sans avoir de réponse. C'est-à-dire qu'on était sur qu'est-ce que la liberté, c'était insoutenable pour lui de quitter l'atelier sans avoir une définition concrète, précise de la liberté. Et petit à petit, il a appris à accepter le doute et la nuance. Je crois que j'ai dépassé, mais j'en ai vraiment pour une petite minute. Ça, c'est alors, en fait, quand il y a une semaine de la philosophie, où Edwige Schroeter est présente aussi, à la fin de la semaine de la philosophie, on leur a décerné un petit certificat de philosophie, donc sur un vrai papier diplôme, pour leur participation. Donc ça, c'est quand il y a la semaine de la philosophie, quand c'est des jeunes qui sont là depuis plusieurs mois et qui ont participé à leur sortie de détention, on leur fait un autre diplôme avec une citation d'un auteur philosophique qu'on choisit spécifiquement pour eux. Donc il ressemble un petit peu à celui-là, mais il est différent. Donc ça, je vais passer brièvement sur les effets que ça a sur les adolescents, mais voilà, ça les valorise, ça renforce l'estime de soi. Ça leur donne un peu plus accès à la nuance, ça remet en question les idéaux. Je pense qu'il y a aussi l'acquisition du vocabulaire. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en avant, parce que plus ils vont connaître de mots, plus ils vont être à l'aise pour penser et pour dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent. Donc voilà, et on développe aussi des habiletés de pensée pour leur permettre d'essayer, en tout cas, qu'ils puissent être en capacité, sur d'autres moments où il y a des prises de parole, par exemple en jugement ou en procès, qu'ils puissent être en capacité de construire aussi leur discours. Je ne vais pas revenir sur ça, mais donc c'est Vygotsky qui dit que le dialogisme permet d'arriver au monologisme, donc que dans le dialogue, après, on arrive à construire nos discours seuls. Donc voilà, je passe rapidement et je conclue sur des petites phrases qui sont dites par les jeunes, qui ont été sélectionnées, c'était dur de les sélectionner. C'est souvent le brainstorming, c'est-à-dire leurs premières a priori sur la philosophie. C'est la définition qu'ils en donnent. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est elle est vers le bas, c'est la philosophie, c'est un truc de dingue, c'est des gens qui ne sont pas d'accord. Donc voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté.